Eh bien oui, et justement, tu as évoqué le retard d'intervention, le retard avec lequel nous intervenons souvent, et je souhaite justement présenter Lothar Eicher, qui est toxicologue du Centre suisse de toxicologie humaine appliquée. Et il est enregistré au niveau européen aussi, spécialisé en toxicologie humaine. Euh, donc, son sujet, c'est la réglementation est toujours en retard par rapport à la science. Car d'abord, on a besoin des données qui sont collectées sur le terrain et ensuite, on intervient par la réglementation. Donc, Lothar nous permettra de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de ce retard, quels sont les effets du retard que l'on prend toujours avant d'agir par la réglementation. Je passe la parole à Lothar, je lui donne directement la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Michel a déjà dit, il nous incombe de protéger les eaux souterraines et donc établir des valeurs seuil, c'est une possibilité pour protéger les eaux souterraines. Et c'est là que la toxicologie humaine intervient. Moi, même, je suis toxicologue et parmi mes missions, je dois établir et fournir des recommandations quant à la manière de gérer les produits chimiques de manière à ce que leur usage soit sûr et inoffensif pour les êtres humains. Et il faut se poser toujours la question, est-ce que la réglementation est en retard? Ah bien, si on considère, on prend en compte le passé, bon, on n'a qu'à répondre par l'affirmative. On a des exemples, l'exemple des DDT qui a été inventé par un Suisse et qui, à l'époque, vers le milieu des années 40 du siècle dernier, comportait un véritable essor dans l'utilisation du DDT. Tout le monde se réjouissait de l'utiliser, c'était pas cher, on pouvait le répandre sur les plantes, c'était extrêmement résistant et il était très puissant. Quelques années plus tard, Rachel Carson a écrit cet ouvrage Silent Spring. Elle a démontré que la diffusion de produits phytosanitaires crée des problèmes de santé. Et c'est le mouvement vert qui est né en 1972, justement, et il a fallu 10 ans avant que l'on parvienne à une interdiction de DDT. Cela est intervenu d'abord aux États-Unis, ensuite dans le monde entier, et avec les accords de Stockholm sur les produits chimiques persistants, aussi des décisions ont été prises, mais nous utilisons encore des produits chimiques pour lutter contre le paludisme. Donc, on évalue toujours les risques et les avantages. Autre exemple, c'est le film Erin Brockovich. Un film qui porte sur un scandale découvert en 1966 et qui concernait le chrome. Un chrome qui justement polluait les eaux phréatiques, les nappes phréatiques, les personnes étaient tombées malades. Alors, il suffit de considérer l'histoire pour se constater qu'il a fallu 30 ans avant qu'il y ait un véritable dédommagement de ces dégâts. Et il a fallu des années encore pour que l'on étudie les effets cancérigènes justement du chrome. Et la Californie a été le premier État aux États-Unis à établir une limite du chrome hexavalent en 10 mg litre. Ensuite, les nitrates sont un autre exemple déjà cité. On ne fait pas assez, et j'entends en Suisse, mais en Allemagne et ailleurs aussi. C'est un autre problème qui a été évoqué et qui concerne justement une réaction tardive concernant les nitrates. En 2018, l'EFSA a défini le chlorothalonil comme étant une substance cancérigène
et donc une évaluation différente par rapport au passé. Une recommandation a été émise qui n'est pas contraignante, mais au final, grâce à cela, dans l'Union européenne et en Suisse aussi, le chlorothalonil a été interdit. Alors, que s'est-il passé? Grâce aux études effectuées et aux mesures du précurseur en particulier, il a été constaté que l'effet cancérigène était présent et qu'il y a des valeurs minimum pour les métabolites importants. Et on a pu constater que l'eau potable était beaucoup plus contaminée que prévu. Du point de vue toxicologue, 0,01 microgramme n'est pas une valeur de seuil. Cependant, c'est une valeur de seuil analytique. Autrement dit, on ne veut pas avoir plus de 0,01 microgramme par litre d'eau potable, car l'eau potable devrait être exempte de toute toxicité. Tout cela s'est traduit par un ensemble de mesures et d'interventions, car à cause des métabolites, on est intervenu. Dans les années 90 du siècle dernier, il était question de l'atrazine, herbicide qui était à l'origine de modifications hormonales chez les amphibiens. Mais ce n'est qu'en 2004 que les autorisations sont arrivées à échéance et se sont périmées. Et aux États-Unis, les limites, par exemple, ne sont pas reconnues ou sont souvent dépassées. Donc, cette autorisation de l'atrazine demeure présente. Ensuite, les PFAS, c'est le fameux éléphant dans la pièce. C'est une histoire analogue. Fin des années 30, les PFAS ont été découverts. Dans les années 50, on a vécu le développement industriel et on a constaté assez rapidement que les PFAS étaient présents dans le sang des travailleurs, mais il a fallu des années avant qu'on fasse des études sur les animaux et à des doses encore plus basses. Déjà, on a constaté des modifications au niveau du foie. Réaction et au début des années 2000, des mesures et des interdictions ont été introduites et des restrictions aussi. À l'état actuel, c'est un sujet dont la politique s'occupe et toutes les 2 semaines, je tiens une présentation sur les PFAS et leurs effets. Donc, si vous voulez, nous courons après le développement des substances. Donc, on a déjà répondu à la première question. Deuxième question. Est-ce que c'est positif ou négatif? Alors, pour comprendre dans quelle mesure, ou plutôt quel est le processus, et je constate avec plaisir la présence d'hommes politiques, car s'il est question de réglementation et de toxicologie au niveau réglementaire, eh bien, il faut évoquer 3 piliers. Premier pilier, analyse des risques, gestion des risques, et comme le disait Michael, il est important d'en parler, d'échanger et de parler de ce que l'on constate. Il est important que les personnes comprennent pourquoi il nous faut adopter des mesures visant la minimisation des risques et la mitigation des risques. Alors, je suis un scientifique. Ma tâche consiste à générer des données et d'apprécier les données que d'autres ont générées. Et tout ce que je peux faire, c'est émettre des recommandations à l'intention des autorités en disant que la valeur de seuil est de X, etc. La plupart du temps, lorsque je m'adresse aux autorités, aux élus, ils me disent « mais tu es fou, cette valeur est trop faible, le seuil est trop faible, on ne pourra jamais le respecter ». C'est désagréable, effectivement, et justement, j'ai dû établir que lorsqu'on établit les seuils limites, eh bien, beaucoup d'autres facteurs entrent en ligne de compte, et ce sont les facteurs PEST, à savoir la P, c'est la volonté politique, donc la volonté politique existe, car pour la PFAS, la pression est forte.
E, c'est l'aspect économique, le facteur économique. Quel sera le coût de ces mesures? Quelles en seront les conséquences? Est-ce que l'on peut assainir? Est-ce que l'on peut éliminer certains PFAS du terrain, du sol? Ensuite, est-ce que je dispose des moyens technologiques pour ce faire? Il y a quelques années seulement, nous, on devait faire traiter nos sols contaminés en Autriche pour le traitement. Donc, beaucoup de facteurs interviennent lorsqu'on définit un facteur de seuil. Et comme le disait Michael, dans les aires et dans les puits de captage des eaux souterrains, il faudrait éviter de construire. Mais s'il nous faut, par exemple, établir et réaliser une barrière anti-avalanche, eh bien, il faut évaluer les pour et les contre. C'est ce qui se passe également au regard de la réglementation des substances chimiques. Plus de sujets sont concernés et plus long sera la procédure pour aboutir à un résultat. Quelle est donc l'erreur que l'on peut commettre? Si on revient aux exemples que j'ai fournis au tout au début. Alors, on constate par exemple qu'une étude, une recherche avait suggéré quelque chose de négatif, car les toxicologues sont en général très méfiants. Donc, alors, lorsqu'une étude, une recherche est publiée, bon, il faut considérer cette étude avec intérêt, mais elle ne va pas forcément modifier mon avis sur un sujet en particulier. Il s'agit de comprendre qu'en toxicologie, nous avons deux types d'études toxicologiques. D'abord, les études, les recherches de nature réglementaire, savoir celles qui sont adressées aux autorités et qui ont pour but d'apprécier les risques liés à l'utilisation d'une substance qui doit être autorisée, par exemple en pharmacologie, dans les produits et donc utilisés en agriculture, autant de substances qui doivent être enregistrées pour pouvoir être commercialisées. Ces études, ces recherches doivent être réalisées par les producteurs. Et là, c'est là que le bas blesse, si vous voulez, car si Bayer ou Novartis font une étude, une recherche, ils le feront à leur façon. Pas du tout. Les recherches doivent s'appuyer sur des directives harmonisées, internationales, et les recherches doivent permettre de documenter et tout cela. Donc, on n'a pas de liberté lorsqu'on réalise une recherche, justement. Donc, pour les autorités de régulation, cela présente un avantage, à savoir la qualité des données, et les données sont reproductibles. Bref, dans nos études, la plupart du temps, on a des endpoints toxicologiques établis, de manière à savoir que si des variations sont présentes, cela peut comporter des conséquences. Les études qui sont publiées dans les revues spécialisées ont des objectifs différents. Et dans ce cas-là, on s'adresse à la communauté scientifique, donc à nos confrères, on souhaite collecter de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, et l'étude est conçue de manière à ce que chacun puisse faire ce qu'il veut, et c'est donc une approche différente. Les personnes qui sont diplômées en sciences naturelles, par exemple, et qui souhaitent, par exemple, imiter des études déjà appliquées, savent que souvent cela n'est pas disponible, n'est pas possible, car toute la documentation n'est pas disponible. Il peut arriver que les offices confédéraux nous envoient des études et pour que je m'en occupe, et souvent je peux affirmer que nous, on ne peut pas utiliser telle étude pour l'appréciation des risques, car des données essentielles sont absentes. Par exemple, comment
peut-on identifier de manière univoque une substance chimique? Donc, dans les études publiées, eh bien, il y a beaucoup de variabilité et parfois des lacunes. Mais il y a tout de même un côté positif. Ces études promeuvent l'innovation car on cherche de nouveaux biomarqueurs, de nouvelles méthodes permettant de reconnaître certaines pathologies. Donc, leur utilité n'est pas totalement remise en cause. Par exemple, on s'adresse les hommes en particulier et se font palper la prostate justement pour faire donc un constat, mais il y a également des tests sanguins qui permettent d'aboutir donc au même résultat. Bref, lorsqu'il s'agit de reconnaître l'importance de certaines substances, les études, disons scientifiques, toutes les études ne peuvent être utilisées. Donc nous, on effectue des recherches sur la base des directives de l'OCDE, mais ce sont des recherches qui sont très coûteuses, des recherches qui sont effectuées sur des animaux et parfois ne permettent pas de comprendre jusqu'à quel point une substance est dangereuse pour l'homme. Donc les tests effectués sur les animaux ne sont pas forcément pertinents. Nous sommes souvent d'ailleurs exposés à plusieurs produits chimiques en même temps et parfois on est exposé à des doses qui ne sont pas forcément constatées et dans l'environnement. Donc, parfois, les informations que l'on collecte ne sont pas suffisantes. On traite l'animal, on effectue des tests sur des animaux, on constate le niveau, par exemple, de ravage que l'on peut constater sur les foies, ce qui n'est pas directement traduisible en concept appliqué à l'homme. Donc nous, bien sûr, on teste des substances actives, on produit des métabolites, mais est-ce que les métabolites sont tous pris en compte? Bref, quel que soit notre objectif, eh bien, notre évaluation repose toujours sur les risques. Autrement dit, il nous faut tenir compte du fait que le risque pour la santé a deux éléments. D'abord, la toxicité de la substance, le plomb est toxique, quoi qu'il en soit, et quelle que soit son utilisation. Donc un risque existe forcément de toute manière? Non, parce que nous savons que la toxicité dépend de la dose, de la dose absorbée. La toxicité donc ne décrit que la possibilité que la santé puisse subir un préjudice. Si on joue au loto, on a tous la possibilité de devenir millionnaire. Mais combien d'entre nous est de millionnaire? Bon, peut-être que personne ne veut s'afficher, mais la probabilité est extrêmement basse. Autrement dit, il y a une différence majeure entre justement les deux approches. Et ça, c'est important également dans la manière dont on communique les risques. Lorsque le public entend parler de risques, eh bien, la crainte peut surgir. Donc, nous savons que les radiations nucléaires ne sont pas bénéfiques pour l'organisme. Cependant, nous construisons toujours des centrales nucléaires. Et nous savons que les habitants qui vivent à proximité d'une centrale nucléaire, en général, peuvent être rassurés. Cependant, le risque, le danger potentiellement existe. Même chose pour ce qui est de la consommation d'alcool, par exemple. Nous savons que jusqu'à une certaine limite, l'alcool n'est pas nocif. Ici, vous avez l'exemple d'un foie, un foie sain par rapport à un foie atteint de cirrhose. Autrement dit, l'organe ici est atteint de cirrhose hépatique et on en meurt. Donc, dans l'évaluation du risque, il y a un danger et nous envisageons les problèmes de santé qui peuvent en découler. Nous avons 5 niveaux différents que vous voyez sur cette image. Il faut se demander si une substance est dangereuse, préjudiciable pour l'être humain. Alors, sur qui faut-il l'expérimenter? Sur l'être humain.
mais il y a très peu d'études qui permettent de démontrer de manière univoque qu'une substance donnée ou qu'un comportement donné cause ou peut causer une pathologie. Le tabac, par exemple, par rapport au cancer du poumon. Mais nous savons, par exemple, que des enfants, par exemple, qui vivent sur une île et qui se nourrissent essentiellement de fruits de mer, eh bien, nous savons que ce facteur peut avoir une répercussion sur leur cerveau comportant un retard de développement cérébral. Donc, ces études épidémiologiques, comme je le disais, nous prouvent que nous sommes exposés à beaucoup de substances chimiques en même temps. Il est difficile d'identifier un rapport de cause à effet direct, si vous voulez. Vous avez un chalet sur les montagnes suisses, par exemple, et je ne sais pas, il y a une chute de pierre, le toit se casse, mais on n'a pas d'argent pour le réparer. On appelle notre assureur. Notre assureur nous dit aucun problème. Il nous explique que, bon, que cette couverture assurantielle comportait une couverture uniquement sur enfin que les arbres, la chute d'arbres n'était pas couverte. Et donc, c'est un petit peu le même problème, si vous voulez. Donc, on peut constater des cas de figure similaires en toxicologie. Et puis, il y a les associations apparentes aussi. Par exemple, on pourrait dire que si vous avez un pied long, votre vie sera plus longue. Mais bon, cette corrélation ne peut être établie. Donc, on ne peut pas établir des liens de cause à effet directement. Il y a parfois des associations apparentes que l'on constate et qui donc influencent la perception. Et nous, en tant que toxicologues, on doit être extrêmement prudents et parfois on se dispute avec les épidémiologues qui font des observations de ce type. Et rarement on peut établir des valeurs seuil sur la base d'études épidémiologiques. Les études et les recherches épidémiologiques souvent sont en rétrospective et par exemple, on se pose la question, est-ce que tel herbicide a été utilisé par le passé? Et dans ce cas-là, il faut se souvenir si l'usage était hebdomadaire ou 3 fois par an. Donc, ce problème existe souvent. Donc, on ne sait pas toujours combien de fois, dans quelle dose tel produit a été utilisé. Est-ce que les personnes, par exemple, sont des obèses? Est-ce que ce sont des sédentaires? Ce sont autant de données et de facteurs qui sont peu utiles. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit trouver une alternative à tout ça. Je ne peux pas donc justement permettre à l'être humain d'utiliser quoi que ce soit. Il y a donc des principes éthiques qui doivent intervenir. Cependant, la question n'est pas simple. Donc il y a beaucoup de questions dans ce cas-là. Est-ce que la substance est dangereuse? Est-ce que je suis en danger si je suis exposé une seule fois? Une seule exposition, est-ce que cela comportera des conséquences? Oui ou non? Une question. Si cette substance, par exemple, est présente pendant plusieurs jours, pendant des mois, cela a certainement des conséquences différentes. Par exemple, le lieu de travail, est-ce que le travailleur travaille pendant 3 semaines d'affilée en entreprise? Et si le système de ventilation ne fonctionne pas? Et il existe évidemment des substances chimiques dans l'eau potable qu'on voudrait ne pas avoir, mais que fait-on si on a été exposé pendant une vie entière à ces substances? Voilà, telle est notre mission, répondre à ces questions. Et ensuite, se demander s'il y a des groupes de personnes, des communautés qui sont
plus ou moins sensibles. Par exemple, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées ou des personnes qui sont porteuses de maladies. Et nous souhaitons savoir si ces substances sont génotoxiques, donc susceptibles de causer des mutations qui sont liées justement à l'apparition de cancer. Tous ces éléments doivent être creusés et à ce stade, il faut se poser la question, quelles sont les possibilités qui existent. Il y a 3 voies d'absorption, par inhalation, par voie dermique ou par la voie buccale. La substance chimique aura un niveau de toxicité différent en fonction de la voie d'absorption. Ça dépend quel est le premier organe dans lequel cette substance se trouvera. Par la voie orale, nous savons qu'en général, la substance finit dans le foie. Donc, un produit qui aboutit au foie causera probablement moins de dégâts qu'une substance inhalée. Par exemple, j'ai dit que c'est la dose qui établit le niveau de toxicité, mais il y a aussi le moment de la prise. Ce moment peut avoir une influence sur la toxicité de cette substance. Vous connaissez le thalidomide qui était utilisé par les femmes enceintes contre la nausée. Que s'est-il passé? Eh bien, que les femmes ont eu des enfants avec des malformations et uniquement les femmes qui ont pris ce médicament au premier trimestre de leur grossesse, car cela peut inhiber la formation de vaisseaux sanguins et ceci a comporté justement des malformations au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. Autant de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et puis, il faut savoir si le risque est élevé ou modéré. D'où l'importance de se demander si l'effet est local. Est-ce que j'ai simplement une réaction tout bêtement cutanée dans la zone de contact avec le médicament, ou est-ce que le produit est entré dans la circulation sanguine? Et dans ce cas-là, l'effet sera de nature systémique et donc se répandra dans le sang. Ensuite, il faut se demander si le préjudice est réversible. Lorsque la prise du médicament s'arrête, est-ce que le dégât, le dommage est réversible? Et si le dégât persiste, que peut-on faire? Donc, réversibilité ou irréversibilité. Ensuite, en ce qui concerne les fameux PFAS, l'éléphant dans la pièce, est-ce qu'ils ont un effet cumulé, à savoir les substances persistantes, est-ce qu'elles s'accumulent toujours dans notre organisme? Normalement, nous assumons et nous ingérons plus de substances qu'on arrive à donc éliminer. Donc, il y a un effet de cumul qui concerne les substances chimiques et lorsqu'on vieillit, la présence de PFAS sera encore supérieure, de plomb, de DDT, de dioxine, etc. Il faut naturellement trouver une réponse dans nos études à toutes ces questions. Il faut effectuer des tests non seulement sur une espèce, mais sur 2 espèces au moins. Nous avons vu avec le thalidomide et le médicament Contergan, on a fait une étude. Les animaux sont pratiquement insensibles et on pensait que les êtres humains l'étaient aussi. Aujourd'hui, donc, nous faisons des études sur 2 espèces animales. Et si dans les 2 espèces animales, on observe le même effet, on peut en tirer la conclusion que cela s'appliquera également aux êtres humains. Si je fais une étude sur les rats et les cobayes, et dans un cas, il y a une étude positive et l'autre négative, eh bien là, il faut que je m'interroge, suis-je un cobaye ou un rat? Bien, alors nous parlons énormément de produits phytosanitaires présents dans les eaux souterraines et dans les eaux potables. Et pour pouvoir apprécier la santé humaine, on a réalisé 26 études. Vous vous rendez compte que tout cela est extrêmement coûteux. Donc, pour apprécier une substance et voir si elle est cancérigène, eh bien l'étude se prolonge pendant 2 ans. Et je ne peux lancer une étude
études sans faire des études préliminaires. Donc, il faut commencer par faire des études préliminaires pour savoir quelles sont les doses que l'on peut administrer à l'animal pour qu'il survive pendant 2 ans. Parce que si la moitié des animaux meurent, eh bien, les autorités me diront que l'étude n'est pas utilisable. Donc, il faut faire des études préliminaires. Ensuite, on engage une étude qui dure 3 ans. Puis, on a besoin de 2 années supplémentaires pour apprécier les données. Entre-temps, bien, nous avons dépensé 2 millions pour une seule étude. Vous vous rendez compte du temps et de l'argent que cela entraîne. Mais envisageons maintenant que on ait trouvé et établi qu'une substance est nocive pour le foie. Est-ce suffisant pour en apprécier le risque? Non, bien entendu, parce que nous souhaitons savoir quelles sont les doses qui provoquent le préjudice. Et nous avons donc une sorte de mécanisme de protection, un petit peu comme le fait notre système immunitaire qui lutte contre les virus et les bactéries. Notre organisme est donc en mesure de contrer les substances chimiques. Bien entendu, si elles sont trop nombreuses, eh bien là, les problèmes commencent. Et donc, il faut trouver la limite. Et il faut trouver une sorte de courbe dose-effet. Et chaque étude réglementaire soumise aux autorités est formée de 4 groupes au moins. Nous avons un groupe d'études non traitées, donc un groupe d'animaux témoins, parce que nous souhaitons voir ce qui se passe si on ne leur administre pas de substances chimiques, et ce pour pouvoir établir si le préjudice hépatique est dû à la substance chimique ou au vieillissement. Donc, un premier groupe témoin non traité et puis les autres groupes auxquels sont administrées des doses croissantes, et puis on apprécie les données pour établir la valeur seuil pour l'être humain. On est à la recherche donc de la dose qui n'a pas provoqué de préjudice dans le modèle animal. Est-ce la dose qui est sûre pour l'être humain? Est-ce que nous en sommes tous sûrs? Bien, alors ne vous plaignez pas si parfois on fait preuve de trop de prudence, nous chercheurs, parce que le rat n'est pas un être humain, donc je dois introduire un facteur sécurité également dans mes études, parce que si le préjudice n'est pas provoqué par 200 mg, eh bien ces 200 mg sont subdivisés par 10, donc 20 mg, et je me dis, est-ce là la dose sûre? Est-ce que je suis satisfait? Bien, alors moi je suis davantage prudent encore et je divise tout ça par 10 parce que je me dis que les êtres humains font preuve de sensibilité différente et c'est ce qui ressort des recherches pharmacologiques. Certains ont besoin de doses supérieures de médicaments pour obtenir la même efficacité. Alors, il y en a qui peuvent ingérer 3 bières et d'autres qui en tolèrent jusqu'à 10. Donc, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Et pour terminer, on parvient à établir cette dose sûre pour l'homme en divisant la dose qui n'a pas provoqué de préjudice chez l'animal, en la divisant par 10 et encore une fois par 10. Donc, on introduit toute une palette de mesures de sécurité pour avoir cette dose sûre. Mais les risques chez l'être humain. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut savoir quelles sont les doses qui sont absorbées, raison pour laquelle il faut évaluer les expositions. Ça, c'est plutôt simple. On peut le faire à travers un suivi. On est en mesure donc de faire des mesures. On peut mesurer, on peut prendre des mesures dans l'environnement. On peut mesurer les polluants, je ne sais pas, dans l'air, dans l'atmosphère, etc. Tout ça, en tant que toxicologue, ne m'intéresse pas trop et c'est une surcharge de travail. Mais ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon organisme. Et tout cela, eh bien, je peux le faire en analysant le sang, les urines d'autres organes, etc. Vous avez peut-être entendu parler d'une étude suisse qui a été publiée il y a 2 semaines par la presse, étude pilote sur 100 personnes qui devaient remplir un questionnaire en précisant si elles avaient utilisé de l'atrazine dans le passé, avec quelle fréquence, elles avaient travaillé dans l'industrie qui l'a produit, etc. Donc, on a fait une étude pilote. On a mené cette étude pilote qui, malheureusement, n'aura pas de suite, indépendamment de la raison de ce manque de suite. Donc, on peut mesurer un certain nombre d'aspects et on peut faire ces mesures à partir du moment où, on est vraiment face au problème. On peut
peut faire des modélisations à travers les ordinateurs. On peut donc prendre des mesures, faire des mesures et formuler des hypothèses. Tout cela, je l'ai déjà abordé. On sait quelle est l'exposition, on connaît la valeur seuil, etc. Donc, si on absorbe une dose inférieure à la valeur seuil, eh bien, le risque est improbable. Dans le cas contraire, eh bien, c'est pas le cas. Mais pour recommencer à parler de l'eau, alors, on s'est interrogé. Combien de substances chimiques sont présentes dans l'eau et que faire? Et alors, lorsqu'on me pose la question, je dis, bon, ben, c'est pas un problème. Tant qu'on reste en territoire vert, il n'y a pas de risque. Donc, il ne faut pas intervenir. Il s'agit de micro-contamination. Alors là, le journaliste me dit, oui, mais si j'additionne toutes ces micro-contaminations, je risque d'entrer dans la zone de risque potentiel. Et pour quelle raison est-ce que vous ne faites des tests qu'une substance à la fois, même si nous sommes toujours exposés à un mélange de substances? La réponse est toujours la même. On ne peut faire de tests sur les mélanges. Il y a énormément de substances chimiques et des combinaisons infinies de substances chimiques qu'il faudrait traiter, tester, chose que nous ne pouvons faire. On ne peut le faire à cause du bien-être animal et puis on ne peut même pas financer ce genre d'études, mais on a élaboré des modèles sur la base d'études individuelles qui nous permettent de formuler des prévisions et préciser que la concentration d'un certain nombre de substances peut être additionnée. Donc, je vous ai longuement parlé des études que nous menons sur les substances chimiques et cela ne s'applique qu'à la pointe de l'iceberg. Pourquoi? Eh bien, parce que les substances chimiques les plus analysées sont les substances pharmacologiques, mais dans la plupart des cas des substances chimiques qui nous entourent, eh bien, on manque de données. Et sans données, eh bien, je ne suis pas en mesure d'apprécier les risques. Je ne peux que me border à des hypothèses et que je peux tirer ou déduire d'autres valeurs. Et le problème, en ce qui concerne la législation sur les substances chimiques, eh bien, le problème est que on discipline, on réglemente les substances les plus produites. Donc, plus augmente le nombre de tonnes et plus les substances sont contrôlées. Mais à l'avenir, il faudra que l'on fournisse davantage de données par substance, ce qui s'applique à 14 000 substances chimiques, grosso modo. Il est donc évident qu'on ne peut mener toutes ces études que je viens de vous illustrer sur 14 000 substances. Et c'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle toxicologie, on s'est interrogé sur la manière de procéder. Il faut mettre au point de nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes qui ne comportent pas l'utilisation de modèles animaux. Et le résultat est que nous allons mettre au point des lignées cellulaires humaines pour voir ce qui se passe. Système plus rapide qui nous permettrait de contourner le problème, certes, et nous pouvons utiliser des cellules animales et des cellules humaines également, et nous pouvons faire des tests sur les différentes doses pour voir quelles en sont les réactions. 2 slides encore et une conclusion. Alors, pour quelles raisons sommes-nous à ce point prudents? Moi, je ne propose pas de valeur seuil en l'absence de données, comme je viens de vous le démontrer. Et deuxièmement, même si je peux déduire un certain nombre de valeurs limites, je ne sais pas la quantité qui est absorbée par chacun, parce que nous avons peu de données sur le bio-suivi. Et donc, je dois toujours présumer que les Suisses sont exposés à ces substances comme le sont les autres Européens. Ça peut être vrai, ça ne peut pas être vrai. Et je ne peux pas identifier d'hotspot en Suisse. Et puis, comme je vous le disais, le problème est est difficile à résoudre. Alors, ici, dernier slide. Sommes-nous trop lents au niveau de la réglementation ou sommes-nous trop sévères? Bien sûr, il faut trouver un juste équilibre, comme je l'ai déjà dit. Ce qui est important, eh bien, c'est que l'on respecte le principe de précaution. Et comme l'a dit Michael également, nous devons tenir compte de la réalité et trouver cet équilibre. Souvent, nous sommes face à des conflits d'intérêts et il faut trancher. Donc, il faut protéger, certes, la santé des personnes pour que les
les personnes sachent qu'elles sont en sécurité lorsqu'on établit des valeurs limites. Et il faut également exclure les conséquences tardives, par exemple dans le cas des PFAS à long terme. Mais on ne souhaite pas être trop limitant parce que c'est un obstacle pour l'innovation, ça entraîne une explosion des coûts et beaucoup trop de bureaucratie aussi. Donc, si on interdit quelque chose qui était autorisé auparavant, l'industrie se révolte. Et il faut donc, comme je vous le disais, c'est toute une question d'équilibre à trouver. Et c'est ainsi que je souhaite terminer ma présentation. Alors, c'est vrai qu'on a sauvé le trou de l'ozone, on l'a fait avec l'aide des PFAS également, parce qu'on a commencé à utiliser les PFAS pour la réfrigération et le chauffage. Donc, les PFAS, comme les gaz à effet de serre, sont préjudiciables pour le climat. Et donc, si on ne veut pas une substance chimique, eh bien, on la remplace par une autre. Mais attention, il faut se rendre compte que ces substances chimiques peuvent parfois être préjudiciables. Alors, comment s'y prendre? Généralement, eh bien, on constate tout cela lorsque la substance est déjà présente dans l'environnement. Et nous pourrions créer des molécules à travers des modèles informatiques afin de créer des substances qui sont sustainable by design, donc durables au niveau de la conception même, de manière à résoudre plus simplement les problèmes qui nous attendent à l'avenir. Bien, j'en ai ainsi terminé. Si vous avez des problèmes, vous avez des questions, pardon, j'en suis à votre disposition. Merci, merci Lothar. Eh bien, moi, j'ai appris pas mal de choses. C'était un pan de données qui manquait, enfin qui me manquait. C'est vrai que le pétrole a sauvé les baleines en extinction, donc les PFAS nous ont permis de refermer le trou de l'ozone. Je crois que oui, le docteur Hiker a répondu à la question. Certes, et nous vivons aujourd'hui, donc nous aimons la modernité. Il y a un prix à tout cela. Y a-t-il une question, une remarque? Je vois une main levée quelque part. Bon, ben, je m'exprime en allemand. Est-ce que vous m'entendez? L'intelligence artificielle vous permet-elle de progresser plus rapidement dans la recherche ou les analyses toxicologiques? Certes, c'est un sujet important. On est en train de se pencher sur cela. Il y a un projet européen énorme qui réunit plus de 200 partenaires. Et un des aspects partiels que nous sommes en train d'analyser est de comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait nous venir en aide. Alors, nous avons un grand problème aujourd'hui en matière toxicologique. Nous générons énormément de données, mais données ne riment pas avec connaissance. Mais grâce au progrès de la technologie, avec la numérisation et l'augmentation des puissances de calcul, eh bien, nous espérons que l'intelligence artificielle nous viendra en aide à l'avenir. Mais nous en sommes au tout début de ce cheminement et c'est un problème que nous, toxicologues, ne pouvons résoudre tout seuls. Nous avons besoin d'experts informatiques. Il faut créer une interface avec les informaticiens. Il faut que nous leur expliquions nos problèmes et il faut que nous disent quels sont les algorithmes à utiliser pour faire des prévisions. Aujourd'hui, on essaie de comprendre quels sont les critères que nous devons utiliser pour faire en sorte que l'on croit également aux données qui sont assez fiables. Il y a un problème de communication également au niveau des risques parce que, en fait, si on ne comprend pas un algorithme, on ne peut l'expliquer. Et si je ne peux expliquer un algorithme, mon interlocuteur ne peut le comprendre et ne peut me comprendre. Et si mon interlocuteur ne me comprend pas, eh bien, il ne me fait pas confiance. Ou alors, il me fait peut-être confiance parce que dans le passé, j'avais énoncé des théories intéressantes. Mais si j'ai commis des erreurs dans le passé, eh bien, il ne me croira pas. Donc, c'est un problème énorme, mais nous sommes confiants. Autre question encore? Michael?
Tu as démontré de manière extrêmement claire que la définition des valeurs seuil, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que bien souvent, les données font défaut. Alors, concernant l'environnement, il y a un problème qui se pose. Pour quelles raisons ne pas établir des limites précautionnelles? On pourrait se mettre d'accord sur une valeur pour lutter contre une contamination, indépendamment du fait qu'il s'agit de quelque chose de toxicologiquement parlant important ou pas. Cela ne ferait qu'accélérer un petit peu nos activités. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Si nous manquons de données, on ne peut bien sûr déduire de valeurs limites, mais généralement on dispose d'indices et on sait quelle est la direction dans laquelle nous devons aller. Et comme je l'ai déjà dit, pour nous, eh bien, pour nous, ça absorbe énormément de temps. Les temps des essais sont longs et en fait, si on réagit trop rapidement, on pourrait réagir de manière un petit peu restrictive. Donc, c'est un petit peu le conflit que je vous ai illustré là tout à l'heure avec cette image. Certes, on peut réglementer n'importe quelle matière, mais ensuite, au niveau de la société, on ne peut plus intervenir. Par exemple, en Suisse, l'industrie pharmacologique, vous le savez, contribue au bien-être des citoyens, joue un rôle important. Et nous savons que dans ce cas-là, c'est toujours un dilemme. Et dans le cas idéal, je souhaiterais ne pas avoir de résidus sur les fruits et légumes. C'est légal, c'est légitime? Oui, cela est, parce que nous savons quelles sont les quantités de substances qui deviennent dangereuses. Mais c'est un dilemme qui doit encore être tranché. Et n'intervenir qu'au niveau précautionnel, cela ne nous permettra pas de résoudre le problème. Donc, il vaut mieux aborder les problèmes de manière active lorsque la présence du problème est reconnue, et ce pour investir davantage dans la recherche. Et de la sorte, on évite une surréglementation. Mais tout dépend également des enveloppes disponibles. Donc, merci, Monsieur Leicher. Merci à nouveau.